Les néoconservateurs ont peur. Ils craignent que leur vache sacrée, la Grande Alliance de l'OTAN, soit réellement menacée pour la première fois. Cette menace ne vient pas d'une force extérieure. Au contraire, l'OTAN risque de se désintégrer si les États-Unis s'en retirent. Les néoconservateurs comprennent que la seule véritable menace pour l'OTAN est un retrait des EU. Cette situation est similaire à la manière dont l'Union soviétique n'a pu s'effondrer que lorsque la Russie s'en est retirée. Ils craignent que le retrait des États-Unis puisse provoquer l'effondrement de tout le système, à l'instar d'un autre empire du mal. La personne qui suscite l'inquiétude parmi les néoconservateurs est Donald Trump. Examinons comment ils réagissent aux déclarations récentes de Trump. Le New York Times écrit que la menace de Trump à l'OTAN reflète un changement plus large dans le rôle de l'Amérique dans le monde. Nous devons reconsidérer cet état d'esprit pour comprendre pourquoi ils sont si anxieux. Cependant, leur anxiété est infondée. Avant de poursuivre, rappelons-nous que Donald Trump a fait des déclarations presque identiques en 2016. Après être devenu président, il a nommé Mike Pompeo comme son secrétaire d'État. Il a également nommé John Bolton, souvent appelé le type Morse, comme son conseiller à la sécurité nationale. Trump a fait entrer les personnes même connues pour leurs bêtises, leurs absurdités et leur bellicisme dans le monde. Ainsi, les États-Unis et les néoconservateurs ont à la fois peur de Donald Trump et lui portent une profonde antipathie. Ils ressentent cela parce qu'il a osé suggérer des changements qui, malgré sa position de président, seraient presque impossibles à mettre en œuvre en raison des nombreux obstacles sur son chemin. Il est peu probable qu'il poursuive ces changements. Trump utilise cela comme une forme de levier. Cependant, ce qui alarme véritablement les néoconservateurs, c'est la menace que cela représente. La forte opposition au cadre de sécurité établi par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale souligne comment les perceptions du leadership américain à l'échelle mondiale ont récemment changé. Ce changement indique une croyance selon laquelle le véritable leadership implique uniquement l'action militaire. Selon cette vue, tout ce qui est moins que s'engager dans la guerre n'est pas considéré comme du leadership. Cette perspective assimile le leadership à la volonté de mener des bombardements et de causer d'énormes pertes humaines, comme en témoigne l'affirmation selon laquelle la mort d'1 million d'Irakiens a été jugée acceptable. Cette mentalité, qui équivaut le leadership à la volonté de tuer un grand nombre de personnes, est alarmante. La dissidence croissante nous rappelle une époque, il y a un siècle, où de nombreux Américains préféraient l'isolation. La structure de l'Alliance a été construite pour gagner la guerre froide, et elle s'est quelque peu détériorée depuis. Si vous soutenez que les États-Unis n'ont pas pris de rôle de leadership avant la Seconde Guerre mondiale et que cela était terrible, vous impliqueriez également que toute cette période a été désastreuse pour les États-Unis, ce qui n'était pas le cas. Les États-Unis s'immisçaient déjà à l'étranger à l'époque. Ainsi, le cadre qui suggère que les États-Unis étaient complètement isolés avant leur alliance avec l'Europe à travers l'OTAN est incorrect. La doctrine Monroe, qui a plus de 100 ans, a commencé au début du 19e siècle. L'idée que les États-Unis étaient dans une période d'isolement avant l'OTAN est un récit trompeur. Ce n'est pas vrai. Il y avait des raisons valables de garder les États-Unis séparés des conflits en Europe. Je vais expliquer ces raisons sous peu. Ce récit suggère que les États-Unis pourraient revenir à ce qu'ils décrivent de manière inexacte comme de l'isolationnisme avant la Seconde Guerre mondiale. Ce terme est trompeur. La tension récente entre le nationalisme et l'internationalisme souligne pourquoi il y a une peur actuelle. Voyez-vous le cadrage? Voyez-vous comment ils opposent l'internationalisme, qui est la volonté des États-Unis de bombarder d'autres pays, au nationalisme, qui est lorsque des gens suggèrent que nous devrions prioriser nos propres citoyens. Ils soutiennent que nous devrions investir dans les infrastructures
et nous efforcer d'avoir de belles choses aux États-Unis, au lieu d'enrichir une petite élite oligarchique, tandis que tout le monde vit dans la pauvreté et fait face à des conditions désastreuses dans certaines villes américaines. Cela est alors dépeint comme du nationalisme, comme quelque chose de maléfique et de droite. C'est assez fascinant pour moi de voir comment le New York Times dépeint tout cela. Même certains des faucons républicains les plus virulents au Sénat ont voté contre l'aide à l'Ukraine. Et c'est encore appelé euphémistiquement aide, alors qu'en fait, il s'agit d'armes, une quantité massive d'armes destinées à tuer plus de gens. Cela signifie faire tuer plus d'Ukrainiens et de Russes et augmenter le nombre de morts en Europe, dans un conflit qui n'a vraiment rien à voir avec la sécurité des États-Unis. Comment la guerre en Ukraine met-elle en danger la sécurité nationale des États-Unis? J'espère que les États-Unis sont conscients que la Russie est la plus proche de ses frontières au détroit de Bering dans le Pacifique, et non en Ukraine. It's not in Ukraine. That's actually where Russia is furthest away from the US. And even La Russie est en réalité la plus éloignée des États-Unis en Ukraine, et non dans l'Arctique. Dans l'Arctique, la Russie est plus proche des États-Unis. Cela n'a aucun sens. La conférence de sécurité de Munich se concentrera probablement sur le débat entre le néo-isolationnisme et l'internationalisme. Le terme isolationnisme est trompeur. Dans les années 1930 et 1940, ceux qui argumentaient contre l'implication des États-Unis dans les guerres mondiales ne se considéraient pas comme des isolationnistes, mais comme des neutralistes. Ils voulaient que les États-Unis restent neutres, ce qui a changé après l'attaque du Japon. Les États-Unis avaient des actes de neutralité et non des actes isolationnistes à cette époque. Ces actes exigeaient que les États-Unis restent neutres dans les conflits étrangers. Cette position a changé de manière spectaculaire au fil du temps. Même 80 ans plus tard, les néoconservateurs critiquent encore la période où les États-Unis étaient retenus d'intervenir à l'étranger. Ils continuent de parler négativement de ceux qui soutenaient la neutralité. They're still bitter about it, and they're still bad-mouthing them, and they've invented this new term. Isolationism is a term that must. Ils ont inventé un nouveau terme, l'isolationnisme, pour décrire une politique qui a servi les États-Unis pendant 150 ans. L'histoire nous montre que ne pas affronter les dictateurs mène à davantage d'agressions, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité nationale des États-Unis, nos alliés de l'OTAN et d'autres dans le monde entier. L'argument selon lequel, si les États-Unis ne bombardent pas les populations étrangères, le monde paniquera et suppliera pour une intervention américaine est absurde. Les États-Unis se sont alliés avec Joseph Staline pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré le fait qu'il était un dictateur. Les États-Unis se sont alliés avec des dictateurs tant qu'ils s'alignaient sur leurs intérêts. Par exemple, l'Arabie saoudite et l'Égypte ne sont pas connus pour leurs valeurs démocratiques ou leur bilan en matière de droits de l'homme. Et on peut en dire autant pour la Turquie. Il est clair que les États-Unis ne donnent pas la priorité à la démocratie dans leur politique étrangère. Croire le contraire nécessite d'ignorer l'évidence. Malgré cela, les préoccupations concernant les menaces de Trump de retirer son soutien à l'OTAN ou de quitter l'Alliance ont touché une corde sensible chez beaucoup. That one really gets to the core of their fears. Every president since the end of the Cold War has come to... Chaque président depuis la fin de la guerre froide est arrivé au pouvoir en promettant de se concentrer davantage sur les questions intérieures, après avoir dépeint leurs prédécesseurs comme trop focalisés sur les affaires étrangères. Cependant, la plupart ont trouvé cela difficile à réaliser. L'article mentionne Bill Clinton et Barack Obama comme exemple. Cependant, aucun des présidents récents n'a été aussi opposé aux alliances et aux accords internationaux que M. Trump. Il a non seulement menacé de quitter l'OTAN, mais a également tenté de retirer unilatéralement des troupes d'Allemagne et de Corée du Sud. Il est difficile de croire qu'un monde sans troupes américaines en Allemagne et en Corée du Sud signifierait la fin des États-Unis. C'est inimaginable pour certains d'envisager de laisser ces pays gérer leurs relations avec leurs voisins par eux-mêmes. Le slogan « America First » de M. Trump
rappelle celui utilisé par les isolationnistes avant la Seconde Guerre mondiale. Ce groupe a été plus tard critiqué pour avoir été trop sympathique ou naïf à propos des nazis d'Adolf Hitler. Cela semble être le seul argument restant pour certains. Si vous ne pouvez justifier l'OTAN d'aucune autre manière, mentionnez simplement Hitler. L'homme est mort depuis plus de 75 ans. Pourtant, l'argument revient au point que rejoindre la Seconde Guerre mondiale était la bonne décision à cause de Hitler. Par conséquent, tout ce qui suit, y compris l'OTAN et les campagnes de bombardement au Moyen-Orient, est justifié, ce qui est une conclusion absurde. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que les États-Unis n'ont pas déclaré la guerre à l'Allemagne parce qu'ils ont choisi de le faire. Ils ont été attaqués par le Japon et ensuite, Hitler a fait quelque chose de très irrationnel en déclarant la guerre aux États-Unis. À ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi Hitler a pris cette décision. Cependant, il est important de noter que les États-Unis n'ont pas rejoint la guerre pour arrêter l'Holocauste. Ils sont entrés en guerre avec l'Allemagne parce que le Japon les a attaqués. C'est une vision déformée de l'histoire. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que la Première Guerre mondiale n'aurait pas dû se terminer par un accord qui a humilié l'Allemagne. Cette humiliation a permis à quelqu'un comme Hitler de monter au pouvoir et de poursuivre la tragédie qui a commencé lors de la Première Guerre mondiale. Au cours des 20 dernières années, les dirigeants de la sécurité nationale se sont davantage concentrés sur les coûts plutôt que sur les avantages de leurs actions. Malgré cela, l'OTAN a continué à suivre un agenda de sécurité nationale américain. Ces dirigeants reconnaissent que l'OTAN est un outil clé dans la stratégie militaire des États-Unis dans le monde. Cependant, ils n'apprécient pas que Trump menace de se débarrasser de cet outil. Ils sont prudents avec leurs mots parce qu'ils ne veulent pas discuter ouvertement de la boîte à outils stratégique. Ils sous-entendent que l'OTAN était conforme. L'OTAN a suivi les États-Unis, même si ce n'est pas les États-Unis qui ont poussé les alliés de l'OTAN dans un désastre après l'autre. Cela inclut la promesse faite en 2008 d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui était contre la volonté de l'Allemagne et de la France. Les États-Unis ont poussé pour ces tours d'élargissement à plusieurs reprises contre l'avis de leurs propres experts nationaux, comme Jack Matlock. Madame Conley a noté que les forces anti-américaines forgeaient de plus en plus leur propre alignement, pointant vers la convergence des intérêts de la Russie, de la Chine, de l'Iran et même de la Corée du Nord. Les gens dépeignent ensuite ce que font les autres États comme une alliance, alors que la seule véritable alliance militaire que nous avons dans le monde est l'OTAN. Il n'y en a pas d'autre. La Russie ne fait pas d'alliance, sauf peut-être avec la Biélorussie, avec qui elle a une relation spéciale. La seule relation de traité de la Chine est avec la Corée du Nord. La Chine et la Russie ne créent pas une nouvelle OTAN. La stratégie de l'OTAN implique de créer une grande alliance militaire sous le commandement central des États-Unis. Il n'y a pas d'équivalent à l'OTAN. D'autres pays coopèrent simplement les uns avec les autres sur la base d'intérêts partagés, mais ils ne forment pas d'alliance militaire solide. Les États-Unis sont les seuls à faire cela. Les néoconservateurs qui peignent les autres à leur propre image font vraiment juste de la projection. C'est exactement à ce moment que nous avons besoin d'une architecture d'alliance mondiale, a-t-elle dit. C'est notre avantage comparatif. C'est notre force. C'est la seule manière par laquelle nous allons être victorieux. Victorieux de quoi? Que voulez-vous gagner? Je veux dire, les États-Unis sont déjà le pays le plus riche de la Terre. C'est le pays le plus puissant de la Terre. Les seuls ennemis que vous avez sont les ennemis que vous vous faites au Moyen-Orient. Et en Europe, que voulez-vous gagner? Que pouvez-vous gagner de plus que la guerre froide, l'unipolarité, et ainsi de suite? Et vous parvenez encore à aliéner tellement les autres qu'ils tentent de rompre avec l'ordre que vous avez créé, parce que cet ordre n'est pas bénéfique à une grande partie des gens. Alors, que pouvez-vous gagner de plus? C'est une idée folle de domination
que ces néoconservateurs ont. Et juste pour que vous sachiez, ils sont tout aussi anxieux à propos de ce qui va se passer à Munich et avec Donald Trump. Vous savez, quelqu'un qui s'opposerait fortement à leur narratif est M. George Washington. Oui, George Washington serait raillé comme un partisan de MAGA pour quelque chose qu'il a dit dans son discours d'adieu en 1796. Son adresse d'adieu était profondément MAGA, MAGA à l'extrême. Je veux juste lire ce passage. Ce passage a alors défini la politique étrangère des États-Unis pendant 150 ans, conjointement avec la doctrine Monroe. 150 years, together with the Monroe Doctrine, and I'm not saying that US neutrality was. Et je ne dis pas que la neutralité des États-Unis ait jamais été pacifique. Ce ne l'était pas. Mais c'était une politique qui a défini les États-Unis pendant 150 ans. Lisons simplement ce que George Washington a dit en 1796. L'Europe a un ensemble d'intérêts primaires qui, pour nous, n'ont aucun ou un rapport très éloigné. Par conséquent, elle doit être engagée dans des controverses fréquentes, dont les causes sont essentiellement étrangères à nos préoccupations. Par conséquent, il doit être imprudent pour nous de nous impliquer par des liens artificiels dans les vicissitudes ordinaires de sa politique, ou les combinaisons et collisions ordinaires de ses amitiés ou inimitiés. Notre situation détachée et éloignée nous invite et nous permet de poursuivre une voie différente. Wow! Est-il un isolationniste? Quel isolationniste? Quel horrible mauvais lecteur des relations internationales, n'est-ce pas? Mais George Washington continue. Pourquoi renoncer aux avantages d'une situation si particulière? Pourquoi quitter la nôtre pour nous tenir sur un sol étranger? Pourquoi, en entrelaçant notre destin avec celui d'une partie de l'Europe, emmêler notre paix et notre prospérité dans les filets des ambitions, rivalités, intérêts, humeurs ou caprices européens? Un homme qui a vraiment compris comment mettre les intérêts des Américains en premier, n'est-ce pas? Après un examen délibéré, avec l'aide des meilleures lumières que je pouvais obtenir, j'étais bien convaincu que notre pays, dans toutes les circonstances de l'affaire, avait le droit de prendre, et était tenu par devoir et intérêt de prendre, une position neutre. Duty and interest to take a neutral position. Having taken it, I determine as far as should depend. Ayant pris cela à mon compte, je me suis efforcé de le maintenir avec modération, persévérance et fermeté. Le devoir de maintenir une position neutre peut être simplement compris à partir des obligations de justice et d'humanité que chaque nation a. Cette obligation est particulièrement claire dans les situations où une nation est libre d'agir, pour maintenir la paix et les relations amicales avec les autres nations intactes. Cependant, les choses ont tourné très différemment. George Washington comprenait que s'impliquer dans les affaires européennes n'était pas bénéfique pour les États-Unis et devait être évité. Bien sûr, 200 ans plus tard, la situation semble différente et l'histoire a pris un chemin complètement différent. Mais laissez-moi dire ceci. La vision que Donald Trump propose n'est pas de rendre les choses pires pour les citoyens américains. Il s'agit que les États-Unis ne soient pas impliqués dans des guerres à travers le monde, ce qui serait un développement positif. Même si je ne suis pas un fan de Donald Trump et doute de sa capacité à réaliser cela, je ne pense pas qu'il y parviendrait. Nous vivons un moment similaire à 2016, avec les mêmes idées répétées. Mais c'est aussi un moment dans l'histoire du monde où nous avons l'opportunité de nous rassembler et de décider par la discussion comment résoudre les grands conflits sans avoir recours à bombarder ceux qui ne sont pas d'accord avec nous hors de l'existence. C'est un avenir que j'accueillerais. That would be a future that I would welcome.